incontestablement l'un des piliers du régime, Joseph Kabila, avant, pendant et après les dernières élections. Mais pas tant que ça, pour ses détracteurs, on se souvient encore de ce fameux Tchakou national, lâché par un certain Étienne Tshisekedi. Cela l'a-t-il fait sourire? Il nous le dira. Ancien ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, cher ami. Élu de l'ODJA, vous venez d'opter pour l'Assemblée nationale. En tout cas, pour l'instant, vous nous en direz davantage. Voilà donc pour notre émission, ce numéro de ce soir, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Alors, monsieur le ministre, lorsqu'on vous dépeint comme ça vous fait quoi? Tchakou national, ça a dû vous faire sourire ou bien vous vous êtes dit, bon, écoutez, il a toujours l'habitude de parler comme ça? On a l'habitude de la dérision depuis qu'on fait ce métier, depuis la conférence nationale. Lorsque un mauvais débatteur n'a pas d'argument, il glisse vite vers l'injure. Et donc c'est un peu, pour moi, quelque chose qui me ferait sourire si ça vient de Monsieur Tout-le-Monde. Lorsque ça vient d'une personnalité comme Monsieur Tshisekedi, ça me fait mal à mon patriotisme, parce que c'est une icône de la politique congolaise et on peut s'attendre de la part de tels monuments à tout, sauf à de la grossièreté. Et ça me choque. C'était une image. Non, 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 c'est grossier venant d'un tel personnage. De Monsieur Tout-le-Monde, c'est une image. De Tshisekedi, ou d'un Kabila, ou d'un Gizenga, c'est de la grossièreté. Et c'est bien dommage pour l'image que nous nous faisons de nos héros. Alors si Monsieur Tout-le-Monde dit que Lambert Mende parle trop, est-ce que Monsieur Tout-le-Monde a menti? Non, Lambert Mende est payé pour parler. On m'a nommé porte-parole du gouvernement. Que fait un porte-parole? Il porte la parole, il parle. Donc pour moi, c'est me jeter des fleurs. C'est dire que j'ai accompli la mission qui m'a été confiée. J'en suis fort aise. Alors vos admirateurs applaudissent lorsque vous parlez. Vous consultez souvent les dictionnaires avant vos points de presse ou ça se passe comment? Pourquoi? Il faut maîtriser une langue. Je maîtrise parfaitement le tétela, je maîtrise parfaitement le français. J'essaie d'en faire de même pour le lingala, bientôt le kiswahili. C'est mon dada, je connais la langue, je l'utilise. Elle est assez riche. Peut-être tout le monde n'en a pas connaissance de toutes les possibilités qu'elle nous offre. Moi, je les connais et je les utilise, voilà tout. Vous essayez parfois d'intimider quand même, non? Pas du tout. Je pense qu'il faut être clair, il faut être concis et il faut savoir utiliser le terme qu'il faut à la place qu'il faut pour faire comprendre ce qu'on a à dire, c'est tout. Il y en a qui disent que vous avez été le meilleur ministre de l'information de ces dernières années. Ça vous fait quoi? Je les laisse à leurs appréciations. Il y a eu de bons ministres. Il y a eu de moins bons. S'ils trouvent que j'ai été bon, je remercie. Vous valoriser ce ministère? Je pense qu'il avait besoin d'être valorisé parce qu'il y avait longtemps que les pouvoirs publics congolais étaient réduits au silence. D'autres personnes parlaient pour le Congo, d'autres personnes analysaient les faits qui se déroulaient au Congo. Il était temps que le gouvernement du Congo, payé par les Congolais pour expliquer le Congo aux Congolais et à l'étranger, puisse s'exprimer. C'est ce que j'ai fait. Vous avez été aidé aussi par la crise. Est-ce que vous êtes seulement bon ministre pour les périodes de crise? Je ne sais pas s'il y a eu au cours des 50 dernières années une période que l'on peut considérer comme n'étant pas une période de crise. Toutes les périodes ont été des périodes de crise. Donc, je ne sais pas comment on fait en période de non-crise. S'il faut vous reconduire au même poste, ça vous va? Ça ne dépend pas de moi. Je ne discute pas des plans sur la comète. C'est le président de la République qui décidera. Je ne suis pas le président et donc je m'abstiens de commenter les initiatives du président. On en parlera peut-être dans un instant. Donc place à notre première partie de cette émission, l'actualité. Et l'actualité cette semaine, monsieur le ministre, c'est d'abord avec la Cour pénale internationale pour son premier verdict depuis son existence. Et ça tombe sur les Congolais qui sont en majorité à La Haye. Thomas Lubanga, dont les partisans espéraient une relaxe, ça n'a pas été le cas. Mais le gouvernement congolais a tout de même réagi en applaudissant complètement. C'est la bonne méthode? C'est une très très bonne décision. Vous vous souvenez que c'est le gouvernement congolais qui a mis Lubanga à la disposition de la Cour pénale internationale. La Cour pénale n'est pas venue le chercher d'elle-même. C'est nous qui avons, en analysant le comportement de M. Lubanga dans cette terrible guerre de l'Ituri, décidé de le mettre, lui et quelques autres, à la disposition de la Cour pénale internationale. Parce qu'il était temps
que l'on mette fin à l'impunité. Et donc de voir que la Cour a suivi le raisonnement du gouvernement en reconnaissant Lubanga coupable, nous ne pouvons que nous féliciter et espérer qu'à l'avenir, il n'y aura plus beaucoup de gens désireux de suivre l'exemple de M. Lubanga. Mais est-ce que la seule décision qui valait pour le gouvernement, c'était la condamnation? Si c'était l'inverse, le gouvernement allait réagir comment? Ça aurait été un mauvais signal parce que nous savons qu'il y a pas mal de gens qui souhaitent effectivement se lancer dans le type d'aventure. Vous savez, même après les élections, vous avez entendu des appels de certains mauvais perdants pour des schémas semblables à ceux que Lubanga avait mis en œuvre en Ituri. Et donc, nous voulons décourager ce genre d'attitude qui consiste à recourir à la violence pour résoudre un problème politique. Et donc, relaxer Lubanga, après ce qu'il a fait, ça aurait été un très mauvais signal pour le Congo et les Congolais. Heureusement, la Cour ne s'est pas laissé aller aux arguments des avocats de M. Lubanga. Le ministre de la Justice a dit que c'était un exemple, justement, pour d'autres chefs de guerre. Mais dans la presse, aujourd'hui, on évoque Bosco Ntaganda. Bien sûr que Bosco Ntaganda est un chef de guerre, mais un chef de guerre repenti pour nous les Congolais. Nous aurions aimé que Lubanga se comportât de cette manière-là lorsque nous lui avons donné la chance de le faire. Souvenez-vous, il a enlevé 2 de nos ministres. Vous savez, M. Kamere et Toumbalouaba ont été enlevés alors qu'on tentait justement de ramener Lubanga à la raison par la méthode qui a bien marché avec Bosco Ntaganda. Alors, l'exemple de Bosco Ntaganda est aussi un bon exemple dans la mesure où il est prouvé qu'il est possible de ramener des gens qui ont fauté à la raison par la négociation. Mais là, c'est une dimension congolaise et nous essayons de faire comprendre ça à nos partenaires. tout ce qu'on Ça gomme absolument rien. Nous voulons donner plus de chance à la paix parce que nous savons que la justice, lorsque on la rend et qu'on ne tient pas compte des opportunités du moment, elle peut, cet entêtement à tout judiciariser, peut entraîner des conséquences beaucoup plus graves que c'est entraîner l'impunité. Souvenez-vous, lorsque vous voyez des régions perturbées comme l'Afghanistan, qu'il est arrivé que les Nations Unies aient abandonné des poursuites envers tel ou tel autre chef de guerre à la demande du gouvernement afghan qui estimait que c'était la seule façon de ramener les talibans vers des méthodes moins violentes. Et on a donc retiré des mandats d'amener déjà établis contre ces chefs de guerre. Alors la question, c'est de savoir pourquoi ce qui est valable en Afghanistan ne le serait pas au Congo. Parce que nous sommes en Afrique. Je pense qu'il faut que les gens réfléchissent. Le gouvernement aura-t-il la même appréciation sur Jean-Pierre Bemba? Jean-Pierre Bemba n'a rien à voir avec le Congo. Jean-Pierre Bemba est là sur une plainte d'un pays que vous connaissez très bien, qui est à côté de nous, qui est la République centrafricaine. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons habilités, nous, Congo, à nous prononcer sur des problèmes qui regardent la République centrafricaine et notre concitoyen Bemba. En tant que son pays, vous pourriez espérer qu'il soit relaxé un jour? Écoutez, comme hommes, nous pouvons l'espérer, mais quel est le pouvoir que nous avons sur une situation qui concerne un autre pays? Il y a encore la souveraineté des États. Quelle est aujourd'hui la situation sur le plan sécuritaire? Lorsqu'on parle de Lubanga, on se dit, mais est-ce que ça va finalement dans l'est du pays? On a évoqué dernièrement Joseph Kony et tous ces rapports sur la LRA. Finalement, ça ne résout rien, même s'il y a la justice internationale. Oh, que si, il ne faut pas exagérer. Beaucoup de choses ont évolué. Lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2006, vous savez, l'est du pays, c'était 20% contrôlé par le gouvernement et 80% par les seigneurs de guerre comme Lubanga ou la LRA ou tel autre mouvement Maïmaï impénitent. Aujourd'hui, nous avons inversé la tendance. Le gouvernement contrôle 95% et ces gens-là ne se sont réduits qu'à écumer les bas-fonds, les gorges profondes des forêts, les endroits totalement inaccessibles où il faut aller les chercher. Et nous sommes heureux que la communauté internationale, particulièrement les États-Unis, soient d'accord de prêter main forte à l'Ouganda, à la RDC, à la République centrafricaine et au Soudan du Sud pour mettre fin à cette présence sanguinaire de Joseph Kony et de sa bande de la LRA qui endeuille ces 4 pays. Alors, voilà donc pour cette question de justice. On passe à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu de l'OJA, nous l'avons dit à l'instant. Et l'actualité là-bas, c'est le règlement d'ordre intérieur adopté dans des situations chaotiques, s'il faut dire le mot ainsi. C'est votre avis? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de débat. Mais si l'Assemblée n'a pas souhaité qu'il y ait un débat, qui a le droit de juger l'Assemblée nationale? Une Assemblée qui est souveraine,
qui est issu du peuple, qui a ce droit-là d'être au-dessus du peuple et de décider que l'Assemblée aurait dû faire quoi? L'Assemblée fait ce qui lui semble bon pour le fonctionnement de son institution, ce qui lui semble bon pour l'intérêt du pays. L'Assemblée, c'est quand même le symbole de la démocratie. Absolument, mais le symbole de la démocratie est aussi le symbole de la stabilité des institutions. Et nous avons un problème aujourd'hui. Pourquoi y avait-il autant d'urgence? Parce qu'il n'y a pas d'institution qui fonctionne. Monsieur, regardez autour de vous. Nous avons un président de la République qui a été élu il y a près de 4 mois et qui ne peut pas mettre en place un gouvernement. Nous avons une Assemblée nationale qui ne peut pas voter la moindre loi, pas exercer une seule mission de contrôle parce qu'il n'a pas son bureau définitif. Et nous savons que tout cela dépend d'un certain nombre de préalables, le plus important étant le fait de disposer d'un règlement intérieur qui permette à l'Assemblée, 1, de se choisir le bureau définitif, 2, de recevoir le message du président concernant le gouvernement que l'Assemblée aura à investir pour que le pays ait ses institutions et fonctionne 4 mois après les élections. Et les députés ont estimé qu'il y avait certes des choses à modifier dans ce règlement intérieur, mais qu'il n'y avait pas autant d'urgence que l'urgence qu'il y a à mettre en place les institutions du pays. D'où l'Assemblée a décidé de travailler en 2 temps. C'est ça qu'il faut dire à vos téléspectateurs. Le premier temps, c'est celui qui consiste à intégrer dans le dispositif du règlement intérieur toutes les lois qui ont été votées entre 2006 et 2011, votées après l'adoption du dernier règlement intérieur de 2006, la loi sur l'opposition, qui donne 2 places au bureau à l'opposition, et d'autres dispositions de la Constitution. Deuxième temps, c'est les modifications que les parlementaires jugent indispensables à apporter à leur règlement intérieur. On a dit on traite immédiatement les problèmes d'intégration de ces lois dans le règlement intérieur. Ça, on n'a pas besoin de plus d'une journée. Une loi a été votée, elle a été adoptée par le président. On prend le texte de la loi, on en met une incise dans le texte du règlement intérieur. Il y avait quand même 27 articles. Bien sûr, c'est ça l'intégration des dispositions légales et constitutionnelles. Pourquoi ne pas les débattre? Mais on n'a pas à débattre une loi, cher ami. Depuis qu'on doit débattre une loi, on n'a pas à débattre une constitution. Nous avons révisé la Constitution, nous prenons seulement les dispositions de la Constitution, on les met dans le règlement intérieur. On n'a pas à discuter de la Constitution, le Parlement n'a pas qualité pour modifier la Constitution. Souvenez-vous des jurisprudences en jurisprudence. Non, non, ça n'a rien à voir avec la jurisprudence. La deuxième étape, celle à laquelle vous faites allusion, où il faut débattre de nouvelles matières à insérer au règlement intérieur, on a souverainement, qui nous a pris, je pense, 2 à 3 jours, de renvoyer ces amendements à la commission politique, administrative et juridique du Parlement, à laquelle on a donné l'instruction de siéger en priorité absolue sur ces amendements. Donc nous aurons le règlement amendé, peut-être dès les premiers mois de la législature, mais entre-temps, nous aurons eu notre règlement intérieur, nous aurons eu notre bureau définitif, nous aurons investi le gouvernement. C'est à ça qu'on reconnaît des hommes de raison. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de contradiction, Monsieur le ministre? Pas du tout. La mission du bureau provisoire, c'est de valider vos pouvoirs, ce qui a été fait. Oui. Deuxièmement, de faire adopter le règlement d'ordre intérieur. Ce qui a été fait. Et puis on passe. Ça a été fait. Non, mais dans quelles conditions? Parce que non, dans quelles conditions? C'est les conditions de l'Assemblée nationale, mon ami. Très bien. Il n'y a personne au-dessus de l'Assemblée nationale. Alors, si l'Assemblée a décidé que c'est ça les conditions, vous n'avez pas le droit de venir dire que ça a été fait mal. Mal par rapport à quoi? C'est la volonté de la plénière qui s'impose. Il y a des mauvais perdants, il y a des opposants qui vont vous raconter qu'on ne peut pas suivre la volonté de la plénière parce qu'eux ne sont pas d'accord. Mais quelle démocratie? La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Et le plus grand nombre de députés a décidé ainsi. Les autres doivent s'incliner, sinon ils ne sont pas démocrates. Mais quand même, lorsque le président de la commission chargée du règlement, Charles Mwando Simba, dit que c'est un règlement intérimaire, ça, c'est pas prévu par la loi. Mais c'est la volonté de la plénière. La plénière peut décider. J'adopte ce règlement aujourd'hui, mais je me donne la marge d'y revenir demain, après-demain, parce que j'ai telle autre priorité. C'est en cela que l'Assemblée nationale est souveraine. Nous sommes payés pour prendre ce genre de décision. Nous pouvons planifier notre travail. Nous pouvons décider que nous adoptons le règlement intérieur, que nous le considérons comme un règlement intérimaire, dans notre point de vue, et que nous y reviendrons. C'est ce qui a été convenu. Vous créez là, alors, vous donnez raison à l'opposition qui crie à la violation de la Constitution. Ce n'est pas de catégorie juridique. Le président de la commission argumente. Ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est une loi. Il dit, considérons ceci comme un